prendre le principe, par exemple ici une sphère, de l'autre côté un singe, c'est très classique, on fait tout ça tous les jours. Et le système CADE en fait est un système qui n'est pas dynamique, c'est-à-dire qui ne tiendra pas compte de la gravité, ne tiendra pas compte des champs de force, mais c'est un système qui fait une sorte de morphing, c'est-à-dire que chaque particule va aller d'un point A à un point B. Et si par exemple je passe ici en mode CADE, donc il faut deux systèmes de particules, des deux côtés, vous allez comprendre pourquoi. Donc chacun génère ses particules, hein, vous le voyez. Le truc c'est que celui-là, mon deuxième système de particules, je vais le mettre en mode no physique. Donc les particules, vous voyez, vont rester scotchées sur mon élément. Je peux le mettre en physique, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et ce premier système de particules, donc qui sera le point de départ, je vais le passer en mode CADE. Le mode CADE, en fait, c'est un mode qui dit tu pars d'un point de départ et tu as une cible, ton point d'arrivée de l'autre côté. Et là, la cible, eh ben, ça va être justement le système de particules, par exemple, voilà, le système de particules premier, dans un premier cas, et puis le système de particules du singe. Donc ça, c'est le point de départ, ça, c'est le point d'arrivée. Et regardez ce que font les particules, et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, là, je peux faire avant-arrière. Parce que la simulation n'est pas dynamique, c'est juste une translation d'un point A à un point B. Et ça, c'est très intéressant, parce que vous voyez, il va aller se placer, chaque particule a de l'autre côté sa consoeur, son âme sœur, si vous voulez. Une particule a son clone de l'autre côté. Et donc, le but d'une particule, c'est d'aller chercher son clone. Et là, ce qui est très intéressant par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que le mode DIDE, qui est ici, donc je ne vais même pas afficher le système de particules récepteur, je vais le mettre en on, vous voyez, je ne l'affiche pas. Chaque particule, dès qu'elle atteint son but, meurt. Et si je la mets en mode DIDE, par contre, là, elle ne meurt pas, elle reste scotchée. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton, c'était l'autre. Hop, voilà. Chaque particule, vous voyez, va rester scotchée. Et si je mets le mode unborn, même topo, une particule qui n'est pas née est déjà apparente. Donc là, même topo que tout à l'heure, je reprends mon histoire de cube, hein, que je vais mettre ici, et je demande à chacune des particules d'être remplacée, par exemple, par ce cube. Voilà, que je vais mettre à une taille de 0,25. Et là, peut-être un peu trop. 0,1. 0,05. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher, cette fois-ci, mon singe, qui est ici. Mais regardez, les particules, elles, restent apparentes. Et donc, je vais constituer la silhouette de mon singe avec des particules. Vous comprenez ce principe? Alors, regarde, je te le montre. Je mets, par exemple, le paramètre normal à 0. Les particules naissent et vont en ligne droite. D'accord? Le but du paramètre normal, c'est d'éjecter une particule selon l'orientation de la face, donc vers l'extérieur. Donc, du coup, si je le mets, par exemple, à 10, regarde ce que font les particules. Elles s'éjectent et elles vont jusqu'au point d'arrivée. Comment tu as fait disparaître le singe? Alors, tout simplement, en sélectionnant le singe ici dans ce qu'on appelle le outliner, c'est l'espèce de petite liste, tu vois, qui contient tous les objets. Et ici, tu as un petit œil. Tu vois? Voilà, tu décoches l'œil. Tu as trois paramètres. Tu as l'œil pour dire je ne veux plus le voir dans la vue 3D, mais je le verrai au rendu. Quand tu appuieras sur F12. Pardon? Raccourci clavier H, tout à fait. Ici, tu as la petite flèche qui est la. En anglais, ils appellent ça la selectionability, c'est-à-dire est-ce que tu peux le sélectionner ou pas. Donc tu vois, tu peux plus le toucher. Très pratique lorsque tu as calé une anime sur un truc, puis tu veux surtout pas y toucher pour pas bousiller ton anime. Tu vois. Et là, ici, tu as le petit appareil photo qui dit que tu le verras dans la vue 3D, mais pas au rendu. Si, cas qui peut être pratique, ouais. Donc là, tu ne le vois pas dans la vue 3D, mais tu le verras au rendu. Là, tu le vois dans la vue 3D, mais tu ne le verras pas au rendu. Là, tu le vois nulle part. Ni au 3D, ni au rendu. Okay. Alors, à quoi peut servir des objets qui sont invisibles? Par exemple, des objets de collision. Si tu as envie, par exemple, tu vois que tu as des particules posées par terre, et puis tu as une boule qui vient les défoncer, mais tu n'as pas envie qu'on voit que c'est une boule, mais que ça va être le vent, par exemple, tu fais disparaître la boule, et donc les particules seront repoussées via un objet invisible. D'accord? Ou alors tu as envie de faire l'homme invisible qui se balade dans des champs. Ça dépend ce que tu veux. D'accord? Donc voilà, le mode CADE sert à ça. Le mode Boyd, que je ne vais pas déterminer ici parce que c'est un petit peu plus complexe, mais je vous montre simplement les paramètres que vous allez comprendre. Alors, je vais virer ce système-là. Voilà. Le mode Boyd, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un mode qui va permettre de faire de l'animation comportementale, c'est-à-dire donner des comportements en particules par rapport à leurs congénères. Et là, vous avez par exemple tout un tas de paramètres qui sont ici. Vous avez goal, qui veut dire le but, c'est-à-dire votre but c'est d'aller là-bas, même si vous avez des obstacles, même s'il faut tourner autour, même s'il faut les éviter. Vous avez avoid collision. Alors avoid, pardon, déjà, qui veut dire éviter, donc éviter les autres. Donc là, c'est pour les particules paranoïaques. Hein. Dès qu'il y en a une qui les touche, elle se sauve.
Ensuite, vous avez Avoid Collision, c'est-à-dire que dès que vous avez un paramètre qui est placé en collision, comme c'était le sol, tout à l'heure, on a vu, quand je faisais joujou avec les flèches, là j'ai fait rebondir des éléments, bah, ils évitent les murs. Okay, donc ça peut être pratique aussi quand vous faites des nuées d'insectes et que vous n'avez pas envie qu'ils rentrent dans les murs. Vous leur demandez, bah, s'il vous plaît, n'allez pas trop près des bords, parce que sinon, les modèles, pour faire des nuées d'insectes, c'est pas très compliqué, hein, vous avez vu, tout à l'heure j'ai remplacé une particule par un cube, bah, vous remplacez une particule par un moustique, quoi. Voilà, et du coup, vous faites des nuées d'insectes assez rapidement. Mais une particule a une taille à la base qui est infiniment petite. C'est un point, on appelle ça une taille ponctuelle. Donc si votre modèle est plus grand que la particule, il se peut qu'à un moment, quand la particule va taper le mur, bah, vous ayez une partie du modèle qui passe de l'autre côté. Alors que là, en utilisant le Avoid Collision, vous pouvez dire aux particules, tu t'approches du mur, mais t'es gentil, tu tapes pas dedans. Du coup, vous réglez cette valeur selon la taille de votre objet qui va remplacer vos particules. Et du coup, vos insectes passeront par les murs. Vous tournez autour, mais ils passeront par les murs. Et dans le cas où la particule, comme l'insecte par exemple, a les ailes qui volent, oui. Tu peux faire quelque chose de façon à avoir une animation? Alors dans ces cas-là, il vaut mieux prendre Alors tu peux animer ce truc-là, mais c'est très très compliqué. Dans ces cas-là, il faut prendre l'envergure maximale, si tu veux. Dire, bon, au pire, sa taille c'est ça, et mettre cette valeur-là dans l'évitement. Voilà, comme ça, t'as pas de problème. Quoi. Mais pour faire l'animation, enfin, une particule, pour l'instant, tu as montré toujours une particule qui est fixe. Oui. Un cube, un objet qui Alors n'est pas non, animé. La particule est mouvante, ce qui est fixe, si tu veux, c'est l'objet qui vient remplacer la particule. Mais tu peux très bien faire en fait un objet qui est animé. Ah oui, d'accord. C'est tout à fait possible. Okay. Voilà. Le seul truc qui manque encore dans Blender 2.5 qui n'a pas encore été réintégré, qui devrait être intégré au moment du projet Mango, le fameux projet orienté effets spéciaux, qui existait dans la version 2.49, c'est déclencher une animation en fonction de la naissance d'une particule. D'accord? Un exemple tout bête, qui peut être utilisé pour beaucoup de choses. Par exemple, tu vas une particule née, tu vois, et puis tu as fait une animation d'une fleur qui s'ouvre comme ça. Et donc tu vas générer plein de particules, et à chaque naissance de particules, l'animation va commencer depuis le début. C'était quelque chose qui marchait dans la 2.49. Ah, complètement chargé ou déchargé? Ah, merci. Quand il ne me l'aurait pas dit comme ça, il aurait tout. Donc, dans la 2.49, tu pouvais faire ça. Dans la 2.5, c'est un paramètre qui n'a pas encore été réintégré et crois-moi, il me manque. Il me manque énormément. Parce qu'il peut servir effectivement à faire du coup des animations de fleurs qui s'ouvrent. Il peut servir, par exemple, à Canal+, l'autre jour, tu vois, ils avaient un truc où ils ont fait des cubes qui se tournent comme ça les uns après les autres. Là, tu fais une anime de cubes qui tourne, puis après tu génères plein de particules les unes après les autres et ça va te faire tac 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 tac. Tu vois, eux, ils ont tout animé à la main sous Cinema 4D, tu vois, c'est pas facile quoi. Et bon, du coup, en ressortant la 2.49, cette bonne vieille version, si tu veux, tu peux faire l'anime en 2 minutes. Quoi. Voilà. Plutôt que de passer ta journée à animer tous tes cubes ou à des qualités clés une à une. Quoi. Et ça sert aussi à faire des objets. J'avais fait un truc à un moment avec un truc qui se dépliait comme ça. Tu sais, genre, bah, c'est pareil, c'est des particules avec une animation de ça, quoi, un volet. Et du coup, ça te donne l'impression que ça se déplie. Voilà, donc ça permet de faire tout ce genre de trucs. Voilà. Donc voilà, là-dedans, bah, vous voyez, vous avez évité les collisions. Séparez-vous, c'est-à-dire. Bah, étendez-vous, prenez de la place. Flock, c'est le contraire, c'est rassemblez-vous. Vous avez un truc qui s'appelle le follow leader, c'est-à-dire suis le leader de l'équipe, quoi, parce que vous pouvez déterminer une particule comme étant la chef. Très pratique pour faire des nuées d'oiseaux. Vous savez, des nuées d'oiseaux, il y en a toujours. On se demande toujours qui commande, parce qu'ils se séparent, puis ils se ramènent, puis ils se séparent, puis ils se rassemblent, puis ils se séparent, puis ils se rassemblent. Donc vous pouvez faire ça avec ce genre de choses. Le average speed, qui va servir en fait à, en fonction de la vitesse d'une particule, et ben, de faire une moyenne de cette vitesse pour la reporter sur les copains d'à côté. Donc ça va généralement de pair avec le follow leader. Et le fight, qui justement essaye d'attaquer les particules. Enfin, du coup, vous avez des groupes d'attaquants, des groupes de défenseurs, et du coup, vous pouvez demander à ce qu'ils s'attaquent les uns les autres. Très pratique pour faire des séquences de bataille, genre d'accord. Donc voilà, et là-dedans, vous avez des poids après, du style, est-ce que je veux donner plus d'importance? L'ordre dans lequel vous avez vos éléments a son importance. C'est-à-dire, en premier lieu, sépare-toi. En deuxième lieu, rassemble-toi. En troisième lieu, voilà. Et si à un moment, il est, par exemple, devant une espèce de contradiction, par exemple, vous demandez à toutes les particules de se rassembler dans 2 cm², en même temps d'essayer de ne pas se rentrer dedans, et en même temps d'éviter de toucher les murs. Vous comprenez? Il y a une contradiction, quoi. Eh bien, il va prendre la première condition que vous lui avez demandé, c'est-à-dire essayer de vous rassembler, et puis si après ils doivent sortir et passer à travers les murs, bah, ils passeront à travers les murs. D'accord? Donc l'ordre des éléments, c'est pour ça que vous avez la possibilité, vous le voyez, de les remonter et de les redescendre. Hein. L'ordre de ces éléments dans la pile aura son importance. D'accord? Et puis le dernier,
sur lequel je ne vais pas faire de démo parce que ce sera un peu trop long. C'est en fait le mode fluide qui sert en fait, comme son nom l'indique, à générer des fluides, c'est-à-dire que les particules, par exemple, quand elles vont se séparer, il y a un moment où elles vont se réattirer les unes les autres parce que la tension de surface, il y a une physique un peu qui s'appelle la tension de surface, qui fait que les éléments vont se rescotcher les uns aux autres. D'accord? Donc, dans le cas qui nous intéresse, donc ça c'était pour faire une espèce de tour d'horizon de tout ce qu'on pouvait faire. Donc vous voyez, c'est un module très très vaste, extrêmement vaste, et qui a des domaines d'application très diverses, même qui n'ont pas, vous le voyez par exemple avec les rochers, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui n'ont aucun rapport avec la dynamique en fait. Le système de particules utilisé en statique est un objet de placement. Donc un objet de placement, ça veut dire que vous ne les faites pas bouger, quoi. Après, si vous avez envie, qu'il y a une explosion et les rochers sont disséminés à droite à gauche, vous les repassez en mode newtonien et puis vous mettez une force, quoi. D'accord? Donc ça permet d'avoir des scènes extrêmement complexes en très très peu de temps. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir une espèce d'explosion comme ça de particules à partir de mon élément. Et là, je vais utiliser ça en conjonction avec un modificateur. Je rappelle que les modificateurs, c'est des choses qui viennent modifier la surface de votre élément de base. C'est ici dans la petite clé à molette, excusez-moi. Et vous voyez que le particule système qui est ici est lui-même considéré comme un modificateur qui, pour rebondir par rapport à ta question tout à l'heure, a un petit appareil photo et un petit œil. Donc vous avez tout à fait la possibilité, si vous avez un système très complexe qui plombe votre machine, de le cacher, donc pour ne pas demander la simulation, et puis de le faire apparaître uniquement au moment du rendu. D'accord? Donc vous voyez, c'est un modificateur qui marque comme tout autre modificateur, qui peut être désactivé, réactivé, voire supprimé. Alors, le problème, c'est que la suppression ne se fait pas ici, vous n'avez pas la fameuse petite croix ici. Vous voyez, c'est marqué « Settings can be found inside the particle context », c'est-à-dire les particules peuvent être trouvées dans le contexte particule, c'est-à-dire dans ce gros bloc qui est le monde. C'est le cas pour 2-3 modificateurs où ils ont leur bloc attitré. Le truc est tellement complexe que si on faisait des trucs qui se déplient, ce serait complètement imbuvable. D'accord? Donc, vous allez pouvoir ajouter ici, derrière, tout un tas de modificateurs dont certains vont se baser sur les particules. Et il y en a un qui va nous être particulièrement utile ici, c'est, on va s'ouvrir vos pulsions destructrices, c'est le modificateur Explode. D'accord? Que fait le modificateur Explode? Vous allez comprendre très vite. Voilà. Il prend en fait, c'est explicite, il prend en fait chacune des particules qui a été émise d'une face et il va tirer sur la face, c'est-à-dire que chacune des particules embarque une face. Voilà. Alors là, c'est pareil, si vous avez moins de particules que de faces, vous allez avoir des morceaux qui vont contenir plusieurs faces. Si vous avez par contre autant de particules que de faces, c'est une particule, une face. D'accord? À ça, je pondère quand même mes propos. Vous le voyez ici, et pour répondre particulièrement à ta question tout à l'heure auquel je n'ai pas répondu sur la façon dont sont émises les particules, vous avez ici, vous voyez, justement des méthodes au pif ou jittered, qui est en fait un peu d'aléatoire par rapport à une valeur fixe, ou alors un truc qui s'appelle le grid. Alors ça ne va pas nous servir ici, mais je vais vous donner un exemple. Alors, moi je ne l'ai utilisé que pour ça, mais il y a peut-être d'autres domaines d'application. Je vais prendre par exemple ici, je ne dis pas de bêtises, j'avais fait un tuto un jour là-dessus. Donc encore un singe. C'est bon. Si on n'aime pas les singes, il ne faut pas faire de blabla. Donc un singe, ici, je vais prendre un cube, solo, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, excusez-moi, hop, donc je vais prendre un cylindre, voilà, je vais rajouter ici, je vais mettre en vue de dessus, je vais le réduire, voilà, et je vais sélectionner les faces du dessus, pas les faces du côté, et voilà, et voilà. Ok. Maintenant, je vais prendre ce modèle-là, je vais le placer là. Voilà. C'est pas hyper précis. Une brique de Lego, à peu près. Ce que j'avais fait à l'époque était bien meilleur que ça. Je mets ça sur le côté. Alors, vous voyez, j'ai volontairement en fait créé, je ne
sais pas si vous connaissez ça dans Blender. Quand vous rajoutez un objet via la touche Shift A, là actuellement je suis en mode objet, qui est ici, vous le voyez. Donc je vais créer un nouvel objet. Si par contre vous êtes en mode d'édition, donc en edit mode, et que vous créez un nouvel objet, enfin une nouvelle composante en tout cas de cet objet va être fusionné avec l'objet d'origine. Donc ça vous permet de rajouter des excroissances, alors qu'au final ce sera un objet. Ça vous évite de les refusionner après. Regardez ce que fait le mode grid, hop, qui est ici. Je vais créer un système de particules, et je le place en mode grid. Et je génère les particules. Alors, elles vont être générées au fur et à mesure. Hein. Voilà, en mode grid, et je vais les mettre en mode statique d'ailleurs. Et je vais demander à ce qu'elles soient générées tout de suite au début. Voilà. Regardez ce que fait le mode grid. Il va générer en fait des points selon une espèce de subdivision, un peu comme si vous aviez subdivisé votre espace en cubes, en petits cubes, d'accord? Un peu comme des cubes que vous auriez superposés les uns aux autres. Et chaque intersection du cube va produire une particule. Actuellement, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que regardez, mon émission est faite selon les faces. J'ai la possibilité de faire une émission selon le volume. Et du coup, regardez, c'est à l'intérieur de mon élément qu'est produite ces particules. D'accord? Et j'ai la possibilité, vous voyez, d'augmenter la résolution de cette grille afin de générer, par exemple, voilà, afin de générer, vous voyez, à l'intérieur tout un tas de petites particules. Ok? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma brique de Lego là, et je vais demander du coup, alors 40 c'est peut-être un peu costaud, je vais mettre 30. Et du coup, je vais demander à Blender de remplacer chacune des particules, je vais l'appeler Lego. Je vais demander à Blender de remplacer chacune de mes particules par ma brique de Lego. Et là, du coup, alors le problème c'est que vous voyez, je vais avoir mon modèle qui devrait normalement disparaître au rendu, puis là, je commence à avoir des scènes un peu compliquées. Je vais avoir la possibilité, vous voyez, de constituer du coup, je vais le faire avec le paramètre de taille. Voilà. Voilà. Là, je viens de reconstituer, vous voyez, mon singe avec des briques de Lego. Quoi. Vous comprenez le principe? J'avais fait la même chose avec la Vénus de Milo à l'époque. Du coup, ça vous faisait une Vénus de Milo en Lego. D'accord? Donc, vous voyez, là, encore une fois, le système de particules m'a servi de décomposition de l'espace pour recréer à partir d'objets une forme de base. Vous comprenez le principe? Ça vous paraît clair? Donc là, le singe disparaît hein, au bout d'un moment. Là, si je le fais disparaître avec ça, eh ben, il disparaît complètement parce que le support disparaît. Par contre, si... Je ne sais pas si ça va marcher, si ça ne va pas être trop lourd. Alors, ce qui est intéressant, c'est que interactivement, vous voyez, vous pouvez réduire la subdivision de cette grille. Par exemple, pour faire un truc avec 20 pièces de Lego. Voilà, comme ça. D'accord? Donc là, vous avez moins de Lego. Et dans les paramètres de particules, vous avez un truc qui était décoché par défaut dans la 249 et qui est coché par défaut maintenant, donc faites attention si vous aviez l'habitude d'un 249, c'est un truc qui s'appelle émetteur. Et là, vous voyez, ça fait partie de la section render, donc le rendu, c'est est-ce que je rends l'émetteur de particules ou est-ce que je ne le rends pas? Et si vous décochez émetteur, les particules seront rendues, mais l'émetteur de particules, non. Donc si vous faites par exemple une caméra voilà, qui va se trouver ici, et que je demande par exemple un ajout de trucs en occlusion, ce genre de choses, voilà ici. Je vais lancer le rendu, ça ne va pas prendre trop de temps. Commence à venir. Je vais réduire un peu les valeurs. Ah bah ouais, je suis à 16. Voilà. Et puis je vais rendre l'image à 40%. Voilà. Voilà, j'ai un singe en Lego. Vous comprenez le principe? Ça, c'est typiquement le genre de truc, après avec plusieurs bidouilles, il faut faire plusieurs bidouilles, que vous pouvez décliner en fait, sur de l'animation. Du coup, vous pouvez avoir par exemple un personnage qui court comme ça, et puis chacune des images va convertir en Lego. Donc ça vous fait une espèce d'anime stop motion avec des Lego. Plus facile à faire que... Et ça se fait bien. Eh ben oui, parce que si tu veux, tu as une subdivision de l'espace qui est uniforme, qui est toujours considérée comme étant un point doit être là, un point doit être là, un point doit être là. Comme si tu avais des vrais Lego, quoi. Tu vois, tu ne peux pas réduire la taille de tes Lego, donc tant que tu gardes une subdivision de la grille identique et une taille de briques de Lego identique, ça marchera. Tout le monde a compris le principe? Vous voyez donc, une des nombreuses encore possibilités du système de particules. Qui, encore une fois, vous le voyez ici, n'est pas pour faire des explosions ou des effondrements ou de l'animation dynamique ou ce genre de choses. D'accord?
Donc ici, le modificateur explode va être particulièrement utile parce que donc il va aller chercher chacune des faces qui va venir tirer avec lui. Ici, vous avez le système de particules, vous voyez, qui est rendu avec, c'est-à-dire que vous avez les petits points qui apparaissent, mais dans les paramètres de ce système de particules, vous avez un paramètre qui s'appelle display, donc l'affichage en français, et none qui veut dire rien du tout. Donc si vous faites ça, vous ne voyez plus vos particules, vous voyez que vos débris. Vous comprenez le principe? Actuellement, comme vous pouvez le voir, les particules, enfin les débris, excusez-moi. Alors encore une fois, excusez-moi, je précise juste un petit truc, je vous ai dit tout à l'heure que donc le nombre de particules jouait sur le nombre de débris. Par exemple, si je mets 10 particules, je me retrouve avec 10 débris. Vous voyez? Et en fonction de la position de la génération de ces particules, les débris vont être plus ou moins nombreux, plus ou moins localisés. Si j'ai envie de faire 250 débris, voilà. Si j'en fais autant qu'il y a de faces, c'est-à-dire 1893, et cette fois-ci, je vais avoir chacune des faces qui va être éjectée. D'accord? Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir des débris qui ne sont pas forcément constitués que d'une face. Ça dépend, hein, ça peut éventuellement avoir un intérêt. Donc je vais mettre 1500 par exemple pour avoir parfois des débris qui sont constitués de 2 voire 3 faces. Et je vais ici jouer avec un paramètre, donc je reviens cette fois-ci sur mon paramètre explode, qui s'appelle le cut edge. Alors, à quoi ça sert ce truc qui veut dire couper les bords, ou faire des biseaux sur les bords. Vous avez ici, vous le voyez, du coup, des faces qui sont extrêmement rectangulaires, qui ne sont pas forcément hyper réalistes pour faire des débris. Et le cut edge, regardez bien, va venir en fait rajouter des espèces de petites subdivisions aléatoires sur votre élément, qui va faire que les débris ne vont pas être aussi carrés qu'ils ne l'étaient. D'accord? Donc là, vous voyez, on a quelque chose déjà de beaucoup plus mécanique, on va dire. Okay. Regardez, ça extrude, en fait, ça donne de l'épaisseur à vos débris. D'accord? Du coup, ça va vous permettre de simuler, entre guillemets, de manière beaucoup plus complexe, la structure interne de votre élément. Vous avez le principe? C'est une énorme bidouille, hein. C'est absolument pas physiquement réaliste. C'est nouveau, ça, hein? Ça date d'il y a un an, je dirais un an et demi à peu près. Oui? L'empilement en fait des modules lorsqu'on les choisit. Oui. Est-ce qu'il y a... Il a son importance, tout à fait. C'est une exécution d'actions progressive et hiérarchique qui s'exécute du haut vers le bas. Et tu as la possibilité, en fait, avec ces petites flèches, de remonter ou pas, tu vois, les modificateurs pour que l'un agisse avant l'autre. Et tu vois, par exemple, ici, ça va jouer sur la façon... Regarde, par exemple, ici, j'ai un explode, donc chose qu'il ne faut surtout pas faire, bien évidemment, qui existe avant le particule système. Et donc, il n'a aucune action parce qu'il n'a pas de particules à se mettre maintenant. Tu vois? Alors que si je replace justement cet explode sous le système de particules, il y a d'abord chronologiquement les particules qui sont calculées, puis l'explosion, puis l'extrusion. Voilà. Donc effectivement, l'empilement de ces modificateurs a une énorme importance, tout à fait. D'ailleurs, il y en a certains qui n'accepteront pas d'être échangés parfois. C'est très rare, mais il y a quelques modificateurs qui ont besoin d'informations préalables pour exister. Et ils se doivent d'être en haut de la pile ou en bas de la pile. Si vous essayez de les remonter, il vous dira « pas possible ». D'accord ?